On avait le même problème, on avait deux équipes dans notre propre entreprise et le moment où on a eu notre point d'inflexion pour décoller, c'est quand on a dit on se concentre seulement sur une chose. Que vous regardez laquelle des deux équipes vous êtes capable d'amener encore à un autre niveau et laquelle des équipes vous voulez vous concentrer pour devenir les meilleurs au monde et non juste d'être correct ou d'être bon dans les deux équipes qu'on avait. On côtoie notre gang, on côtoie nos gens, mais je pense que, puis je suis encore convaincu aujourd'hui, on a fait une très belle transaction qui était dans l'intérêt de tous, autant pour les employés, autant pour les clients, puis autant pour le reste de la gang qui restait avec lui. Donc, bienvenue à tous au podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires et je suis convaincu que sur votre calendrier, vous aviez deux dates que vous aviez entourées cette année. La première date, c'était le 24 mai 2024 où est-ce qu'on avait l'événement panel d'hypercroissance et l'autre date, si vous avez bien suivi nos podcasts dans les derniers mois, c'était le 15 juin 2024. Là, maintenant, on est un petit peu plus tard. On est le 17 juin, donc 2 jours plus tard, et le podcast va sortir dans les prochains jours, prochaines semaines. Et ce fameux 15 juin qu'on avait parlé il y a quelques mois de cela, c'était le moment où est-ce que Jonathan Léveillé allait nous révéler comment il a été capable de vendre une partie de son entreprise tout en gardant l'intégralité derrière de Open Mind. Jonathan, as-tu hâte de parler de ça avec nous aujourd'hui? Ah, c'est tout le temps un petit bout qu'on lève le rideau, fait qu'il y a un mix de excité d'en parler, il y a un mix aussi, il y a certaines informations que je vais devoir quand même garder confidentielles, mais oui, si ça peut aider des gens peut-être à faire une réflexion par rapport à leur propre entreprise, allons-y, parlons-en. Et donc, on commence où? Où a été cette réflexion-là? Comment tout ça s'est mis en place de ton côté? Je peux partir peut-être il y a quelques années de ça. Premièrement, OpenMind existe depuis 2005. On a toujours eu plus qu'un service à l'intérieur de l'organisation. Toujours axé au niveau technologie. Et à travers le temps, à partir de 2018, on a eu vraiment deux grandes équipes. Une qui était plus en mode développement logiciel sur mesure et une autre équipe qui était plus gestion de parc informatique qu'on appelle communément du MSP, du Managed Service Provider. Et d'année en année, chacune de ces équipes-là, il y avait une rivalité un peu spéciale où ce que le volume d'affaires et la profitabilité d'un côté augmentait, stagnait un peu l'année d'après. Ensuite, c'était l'autre équipe de service qui avait un bump vers le haut et ça faisait un peu un escalier d'un côté comme de l'autre. À travers le temps, on n'a jamais eu une tendance qu'on s'est dit, OK, faut vraiment se concentrer plus d'un côté comme de l'autre jusqu'à ce que la COVID soit arrivée. Quand la COVID est arrivée, on a pris une petite pause pour on a regardé comment qu'on pouvait peut-être aller plus loin, aller plus vite puis être un peu plus pertinent dans le marché. Et on est parti en réflexion stratégique avec un exercice qui s'appelle le Blue Ocean Strategy pour voir comment on pouvait prendre ce qu'on faisait puis l'amener à un autre niveau. Et c'est un peu à ce moment-là que la réflexion de qu'est-ce qu'on fait avec les deux équipes est arrivée parce que quand on a voulu faire cet exercice-là, on s'est rendu compte qu'il y avait une des deux équipes qui étaient disponibles pour cette réflexion stratégique-là et l'autre était complètement surchargée dans les urgences. Et c'était cette équipe-là au niveau du MSP qui est en mode surchargé au niveau des urgences. Et on n'a pas eu la chance dans cette boucle-là stratégique de faire l'exercice avec cette équipe-là. Donc, on est arrivé avec des nouvelles offres de services au marché pour toute la section développement logiciel sur mesure, automatisation numérique, qui sont très différenciatrices de la compétition. Essaie présager qu'on pouvait aller plus loin et même d'aller chercher des parts de marché en dehors du Québec. Donc, ça a été un peu le début de la réflexion de dire, qu'est-ce qu'on fait avec l'autre section de l'organisation qui représentait, là, grosso modo, un tiers du volume d'affaires d'organisation. Donc, on parle de quelques millions, là. Et ce qu'on s'était dit, c'est que, on fait le Blue Ocean Strategy pour l'équipe de développement logiciel sur mesure. On fera le Blue Ocean Strategy pour l'équipe d'MSP l'année suivante. Et là, l'année suivante arrive, on est encore dans des urgences, on est encore en train d'essayer de se sortir la tête de l'eau. Et ce qui est arrivé, c'est qu'au mois de juin l'année passée, donc en juin 2023, on a fait rentrer des nouvelles personnes sur notre comité aviseur, dont une personne qui a eu un énorme succès de croissance en mode développement de programmation, le développement de commerce électronique. Et cette personne-là a fait une belle croissance en s'exportant aux États-Unis. Et là, la personne a commencé à nous challenger, dire Jonathan, on avait le même problème, on avait deux équipes dans notre propre entreprise et le moment où on a eu notre point d'inflexion pour décoller, c'est quand on a dit on se concentre seulement sur une chose. Et notre CA s'est mis à nous challenger beaucoup, dire gang, je pense que c'est le moment que vous prenez une pause, que vous regardez ce qui se passe au marché,
que vous regardez laquelle des deux équipes vous êtes capable d'amener encore à un autre niveau et laquelle des équipes vous voulez vous concentrer pour devenir les meilleurs au monde et non juste d'être correct ou d'être bon dans les deux équipes qu'on avait de service. On est parti avec ça avec notre directeur général à ce moment-là. Donc, c'était un CA qui était un peu secret versus le reste de l'organisation. On sait que ce genre de transactions-là, on peut pas vraiment être toujours public avec l'ensemble de l'équipe. Donc, on est parti un petit peu au marché d'aller voir c'était quoi la valorisation qu'on pouvait avoir au niveau d'une équipe et de l'autre. Et en réflexion stratégique aussi, qu'est-ce qu'on avait envie de faire et qu'est-ce qu'on pensait être capable d'amener à un autre niveau. Puis la conclusion était que les deux équipes avaient du potentiel. Les deux équipes, on aurait pu l'amener à un autre niveau. Par contre, il fallait vraiment se concentrer sur une ou sur l'autre. Et quand on regardait vraiment stratégiquement parlant, le fait qu'on avait fait l'exercice de Blue Ocean Strategy nous pointait vraiment vers le développement logiciel sur mesure, qui était le plus prometteur. Et il y avait un aspect aussi qu'on pouvait plus facilement faire ce travail-là à distance et aller chercher des clients aux États-Unis. Donc, on est parti par la suite à discuter avec des partenaires / compétiteurs de voici ce qu'on pense, voici où ce qu'on s'en va, signer des NDA. Et de là, s'en est suivi notre CA suivant au mois de septembre où on a dit, bon, on a peut-être 2-3 personnes qui sont intéressées à peut-être faire une continuité de notre équipe d'MSP. Et là, le CA a dit, OK, parfait, il faut que vous ayez plus loin. Essayer d'aller chercher un LOI, essayer d'aller voir vraiment là, ce qu'ils sont prêts à mettre un petit peu de risque sur la table pour aller au prochain niveau. Donc, à l'automne passé, automne 2023, on a continué à rencontrer d'autres gens, tout ça dans l'optique de confidentialité aussi. Et cet aspect-là qui est un peu difficile, bien sûr, entrepreneur, parce que on côtoie notre gang, on côtoie nos gens, mais je pense que, puis je suis encore convaincu aujourd'hui, on a fait une très belle transaction qui était dans l'intérêt de tous, autant pour les employés, autant pour les clients, puis autant pour la reste de la gang qui restait avec nous. Donc, l'automne passe, on fait plusieurs rencontres un peu en mode confidentiel. On refait un CA au mois de novembre, puis on dit, écoute, je pense qu'on a un partenaire en particulier, le / compétiteur, que lui, probablement, ça vaudrait la peine qu'on pousse un peu plus loin. Et tout le reste s'est mis à débouler extrêmement rapidement à partir du mois de décembre. Discussion active et si ma mémoire est bonne, 27 décembre, pendant le temps des fêtes, on a reçu un LOI officiel de ce partenaire-là. Et s'en est suivi par la suite vraiment un due diligence en mode accéléré. Quand tu as reçu les LOI, est-ce que tu étais surpris un petit peu de la valorisation qu'on donnait à l'entreprise? Est-ce que tu trouvais que c'était juste? Est-ce que tu sentais que tu t'en allais dans la bonne direction ou rapidement tu t'es dit je pense qu'on va continuer à aller sur le marché? C'était honnêtement, quand on est vendeur, on veut toujours la plus belle et grande valorisation, mais ce qu'on avait dans nos critères, on avait 3 critères extrêmement importants. Un, on voulait s'assurer qu'il y avait un bon fit de culture. On voulait pas que ça tue les efforts qu'on avait fait dans le passé. Et avec ce partenaire-là, on le savait que la culture, honnêtement, c'était copier-coller. Là. C'est open mind, mais version MSP. Là. Donc, notre premier critère, c'était la culture. Notre deuxième critère, c'était la continuité de l'ensemble des emplois de notre gang. On voulait s'assurer que les gens puissent continuer avec leurs conditions qu'on avait ici ou de meilleures conditions et que ça leur ouvre peut-être des portes supplémentaires. Et ce partenaire-là cochait cette case-là également. Et le troisième morceau, c'était au niveau valorisation. Et effectivement, la valorisation, bien qu'on aimerait toujours en avoir plus, là, la valorisation faisait du sens versus qu'est-ce qu'on voyait, qu'est-ce qu'on entendait au marché. On avait statué une braquette minimum et maximum de ce que nous, on voulait accepter. Donc, on était dans cette braquette-là et on s'est dit, écoute, les 3 critères sont cochés, let's go, on y va de l'avant, on pousse au prochain niveau. Et là, ça a été extrêmement rapide parce que, tu sais, quand on reçoit un LOI, souvent, c'est un 3 à 6 mois de due diligence, c'est de préparation et tout le reste. Toutefois, ça a été complété en 34 jours. Donc, du 27 décembre, date de closing 1er février. Et il y avait vraiment une logique que la personne qui faisait l'acquisition de cette branche-là de service avait son party d'hiver avec sa gang et voulait inviter toute notre gang qui faisait une continuité là-bas dans ce party-là pour aider à l'intégration au niveau culture. Il y avait un bel événement là, qui était dans les premières journées de février. Spécial pour nous de notre côté parce qu'on avait notre événement le 27 janvier avec toute notre gang. Et là, on est pratiquement une 60aine réunis dans un gros chalet dans le Nord et là, les gens viennent me voir, viennent voir l'équipe de gestion, puis jasent, puis toujours la loi de Murphy. La majorité des gens qui sont venus me voir pour me donner une tape dans le dos disaient hey, « je suis tellement content de travailler chez OpenMind, puis ça fait différent des emplois que j'ai eu avant. » Ben, il y avait
plusieurs personnes de cette équipe-là qu'on savait que le lundi matin, suivant cet événement-là, malheureusement, fallait faire l'annonce parce qu'on choisit pas nécessairement les dates de closing et c'est jamais le bon moment. Et là, c'était un moment qui était obligatoire à passer au 1er février. Donc, due diligence, LOI, tout s'est bien passé durant ce due diligence-là. On avait quand même beaucoup d'informations qui avaient été transmises avant le LOI et c'est un partenaire avec lequel on travaillait depuis longtemps sur des échanges de procédés, de voir comment on pouvait s'entraider pour élever chacun nos pratiques. Donc, l'intégration était quand même logique et simplifiée là, pour la suite des choses. Donc, 1er février, on l'annonçait à l'équipe. Ça a été quand même un choc pour plusieurs parce qu'on revenait d'un incroyable événement culture Open Mind. Et là, on arrive, on dit, gang, je vous présente, voilà la nouvelle gang qui va faire une continuité. Voici votre nouvelle maison et voici la suite des choses. Nous, ça faisait 9 mois qu'on absorbait tranquillement cet aspect-là émotif. Puis là, eux, en l'espace de 3 minutes, on leur annonce ça. Donc, un petit choc au niveau de l'équipe initialement, mais la suite des choses s'est super bien passée avec le partenaire. On a transféré l'ensemble de l'équipe dans leur bureau à eux, qui est vraiment pas loin de nos bureaux de Blainville. Et ça l'a permis après ça une belle intégration. Et aux dernières nouvelles, tout le monde est encore là en poste. Plusieurs personnes ont eu des promotions à travers le temps. Ça l'a donné plus de services, plus d'heures de services étendus pour nos clients qui continuaient là-bas au bout de la ligne. Fait que de notre côté, ça a été vraiment une transaction qui était bénéfique pour tous. Donc, autant pour le partenaire qui faisait l'acquisition, ça lui donnait un bon boost au niveau du volume d'affaires, ça y amenait de l'expertise. Nous, de notre côté, ça nous permettait, à partir du 1er février, d'être extrêmement focus sur ce qui est automatisation, innovation numérique et modernisation. Puis, jusqu'à date, je pense que c'est positif pour tout le monde. Donc, qu'on soit clair, c'est un achat d'actifs ici, non un achat d'actions. Ce qu'on peut voir littéralement, à moins que est-ce que c'était deux entités séparées ou? Je ferai une parenthèse par rapport à ça parce que la magie d'avoir des bons fiscalistes autour de nous peut être assez importante parce que la logique est la suivante. Si vous vendez des actifs, c'est impossible d'utiliser l'exonération de gain en capital qui était il y a quelques mois jusqu'à 1 million. Là, dans le 24 juin, bientôt, ça va être à 1,25 million disponible. J'y vais à haut niveau, là. Je suis pas un expert là-dedans, mais si on faisait une vente des actifs, donc si on vendait, exemple, le numéro de téléphone rattaché à cette équipe de services-là, l'achalandage, la liste de clients et les contrats, donc il y avait une imposition complète, donc pas d'utilisation, on pouvait pas bénéficier de l'exonération de gain en capital. Ce qu'on a fait avec les fiscalistes, on a réussi à faire un montage qui était logique, légal et efficace pour créer une nouvelle corporation, faire un roulement d'actifs dans cette corporation-là. Et c'est les actions de cette corporation-là, à ce moment-là, qui ont été vendues à l'acheteur pour une fusion par la suite dans leur propre organisation. Donc, il y a moyen, même si ça n'a pas été travaillé des années à l'avance, de faire ça dans un cadre qui est logique, légal. Il y avait quand même des choses par le passé qu'on avait mis en place au niveau de notre structure pour être capable de structurer le tout d'une manière logique à travers le temps. Donc, on a eu heureusement la capacité d'utiliser l'exonération de gain en capital dans cette transaction-là. Donc, la logique derrière tout ça, si vous avez une équipe de service plus qu'une équipe ou de service ou plusieurs produits, il y a une logique que vous pouvez peut-être scinder ou créer une nouvelle corporation, rouler les actifs dans cette corporation-là et peut-être trouver une nouvelle maison de continuité pour réussir à amener cette branche-là à un autre niveau, un peu comme on l'a fait, et ensuite vous concentrer 100% sur le dans quoi vous êtes les meilleurs, vous pensez pouvoir devenir les meilleurs au monde. Là. Parce qu'effectivement, c'est un achat d'actifs basé dans une autre corporation qui devient un achat d'actions. Mais essentiellement, c'est un actif d'OpenMind, ce que vous avez vendu là. Oui, effectivement, ça faisait partie de l'incorporation d'OpenMind directement, mais il y a moyen, effectivement, fiscalement et légalement de faire une duplication, je dirais, de manière très simplifiée là, des corporations. Les leçons que tu en tires, quels ont été les bons, les moins bons coups? Jusqu'à date, ça fait depuis le mois de février qu'on est focus juste sur une seule chose. Je me rendais pas compte à quel point que ça me causait du stress et de l'anxiété. Je suis pas quelqu'un qui a l'impression d'être stressé ou d'être anxieux, mais le fait d'avoir deux équipes et de pas être capable d'être 100% dédié à chacun des enfants pour les amener au prochain niveau me rendait extrêmement anxieux puis extrêmement stressé. Dans les semaines suivant la transaction,
quand j'allais sur Facebook, j'étais dans beaucoup de groupes de propriétaires d'entreprises d'MSP, puis je voyais les publicités passer, je voyais les annonces, puis de me dire, je peux me désabonner de ces groupes-là, je peux sortir de ces groupes-là pour être 100% focus sur une seule chose. J'ai vraiment réalisé à quel point que ça me libérait de l'esprit, de la charge mentale, puis à quel point ça me libérait mon esprit. Et donc, le gain jusqu'à date d'énergie mentale puis de focus mental est vraiment impressionnant. Puis on le voit dans l'équipe aussi, on revient d'un off-site avec l'équipe. Puis c'était un des conflits continuels dans les off-sites de faire un plan de match pour une équipe, faire un plan de match pour une autre. Et là, c'était de plus en plus difficile de ramener ça sous un même persona, un même client cible au bout de la ligne avec la croissance. Donc, je dirais la première leçon que j'en tire, c'est que ça fait longtemps qu'on se fait challenger. On a bougé dans les 12 derniers mois. Je savais que je me dirais ça après le temps, mais on aurait dû bouger probablement plus vite que ça. C'est toujours difficile parce que ça représente des bons revenus, ça représente quand même une contribution au bottom line. Et il y a des humains à travers tout ça. Là, on pousse beaucoup au niveau culture humaine chez OpenMind, fait que c'est difficile de se convaincre qu'on le fait pour les humains. Au final, puis c'est un peu ça, dans le fond, je pense que tout le monde était positif et bénéfique au bout de la ligne, post-transaction. Donc, avec du recul, ma première leçon, c'est quand vous commencez à vous dire peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche par rapport à ça, ben assez de vous entourer de gens. Ouais, ça fait longtemps qu'il y a quelque chose qui cloche, là. Ouais. Et c'est au moment où on s'est entouré de gens qui avaient déjà fait un peu notre parcours qu'on voulait faire, puis qui nous ont vraiment challengé, puis disaient, écoutez, gang, on se revoit dans 3 mois, là. C'est mieux d'avoir bougé. Vous êtes mieux d'avoir parlé avec des partenaires, vous êtes mieux d'avoir un LOI sur la table, vous êtes mieux d'avoir bougé, parce que sinon, nous autres, on n'a aucune plus-value autour de la table. T'sais, si vous suivez pas ce qu'on dépose comme conseil puis comme sagesse, ben, on va aller jouer ailleurs à ce moment-là. Fait que le fait d'être entouré de gens qui nous rendent imputables, qui ont l'expérience, puis qui nous challenge, ça nous a vraiment fait avancer dans les dernières années. Fait que c'est ma première leçon. On aurait probablement dû s'équiper de bons humains à ce niveau-là avant pour activer un plan de match, d'être plus focus. Et je dirais la deuxième leçon, parce que je trouve honnêtement, on l'a bien fait, la transaction. Quand je regarde aujourd'hui, je la ferais difficilement d'une manière autre. T'sais, on a été voir les gens avec qui on avait déjà des relations, on leur a offert la possibilité d'évaluer, de déposer un bid. Et au final, on est fiers de la transaction, on est fiers quand même du montant que ça a généré comme liquidité pour aller plus loin avec le reste d'OpenMind. On est fiers d'être encore 100% actionnaire d'OpenMind. On est fiers qu'il y ait une continuité pour le staff, pour les clients. On est continuellement en relation avec l'autre entreprise qui a fait l'acquisition. On a un 5 à 7 qui s'en vient bientôt avec nos 2 gangs. Fait que je dirais, au niveau des erreurs qu'on aurait pu avoir fait durant la transaction, il n'y a pas grand-chose, honnêtement, qui me vient en tête à travers tout ça parce que ça a bien travaillé avec l'acheteur, pré-transaction, post-transaction, pendant due diligence. On a eu vraiment des gens ici à l'interne qui se sont dédiés à ça, là, dont le directeur général, que je lui lance des fleurs, a fait un travail incroyable pendant la majorité des négociations puis le due diligence. Donc, difficile pour moi, Antoine, de dire qu'est-ce que je ferais différent parce que je pense on a un beau résultat final. Je pense qu'on l'a bien fait. On a réussi à maximiser le côté fiscal également aussi, tout le temps en restant dans les cadres du logique puis du légal au final. La seule chose que je changerais, c'est peut-être la date d'annonce parce que juste tout de suite après un party. Bureau, là, ouais, mais si ça avait été une autre date, on aurait eu un autre problème ailleurs. Tu sais, fait que là, on aurait échangé un problème pour un autre. Donc, fait qu'apprentissage, je dirais, si vous avez un petit doute dans votre tête, entourez-vous des gens qui vont vous challenger puis essayez de voir si vous pouvez être plus focus. Et merci à toi aussi, Antoine, à travers tout ça, parce que dans la réflexion, c'est de devoir aller qu'il y a quelques années, il y avait juste un focus sur, exemple, juste Facebook. Ça m'a fait beaucoup réfléchir à travers le temps, de dire, si on était focus juste sur une branche de service, qu'est-ce que ça donnerait? Et peut-être après bonifier les offres sous cette branche-là. Mais honnêtement, ça nous a aidé à faire de la réflexion et à prendre des décisions. Mais ce que j'ai l'impression, c'est que dans tes branches d'affaires, les deux n'avaient pas nécessairement une grande synergie. Autant qu'elles peuvent être complémentaires, mais tu pouvais pas te dire le matin, je mets 100% de mes efforts à une chose et automatiquement les deux en bénéficient. Est-ce que je me trompe un peu? Ben, si on recule, il y a 15-20 ans, c'était beaucoup plus rapproché.
Et là, à travers le temps, ça devient tellement spécialisé dans les deux équipes qu'il y a à peu près un 10-15% qui va se toucher une sur l'autre. Donc, tout ce qui est le nom de domaine, les serveurs, où est-ce qu'on va héberger le logiciel en tant que tel qu'on développe, mais ça touche à l'infrastructure du client. Il y a un aspect sécurité. Tout ce qui est Office 365 et compagnie, des fois, va toucher un bord comme de l'autre au niveau des opérations. Mais plus qu'on avançait, plus que ce pourcentage-là d'overlap ou d'intégration synergique diminuait à travers le temps. Et ça demandait tellement de volume et de spécialité des deux côtés pour être excellent que en n'étant pas focus sur une seule chose, ça nous ralentissait à croître et devenir les meilleurs aussi à travers le temps. Donc, on se diluait en efficacité et en pertinence sur le marché sur deux branches. Et à chaque fois qu'on faisait notre révision de nos clients d'année en année, le pourcentage de clients qui utilisaient les deux branches de services était problématique parce que du développement logiciel sur mesure, on se le cachera pas, il faut quand même un bon budget ou un bon volume d'affaires pour être capable d'accéder à ça pour qu'il y ait un retour sur investissement. Donc, les clients qui sont généralement ciblés pour du logiciel sur mesure vont être du 10 ou 20 millions de chiffre d'affaires et plus. Et de l'autre côté, quand on arrive avec du MSP, ben c'est souvent des clients qui ont 100 postes de travail et moins, donc généralement du 10 millions de dollars et moins, parce qu'au-delà de ça, souvent, ils vont se faire des équipes à l'interne. Bon, encore là, je suis pas un grand fervent d'équipe à l'interne parce qu'on voit ce que ça donne souvent au niveau de l'expertise, mais bref. Fait qu'il y a cet aspect-là que plus on avançait, plus qu'il y avait une ligne qui était en train de se tracer entre les deux équipes, que le personnel lui-même, au niveau du développement, était vers le haut et au niveau du MSP, était vers le bas au niveau du chiffre d'affaires. Donc, en avançant, moins en moins de synergie au niveau des équipes de marketing et de vente, moins en moins de synergie au niveau des équipes d'opération. Il fallait juste arriver à la conclusion qu'on se faisait croire à nous-mêmes que c'était logique de continuer à avancer comme ça. Et aujourd'hui, on le voit que, honnêtement, je pense que c'est un bon move qu'on a fait, qu'on aurait dû probablement, et c'est facile de dire aujourd'hui, là, qu'on aurait dû probablement prendre la décision plus tôt, mais je pense qu'on l'a bien fait et je pense qu'on ne peut qu'en être fier aujourd'hui. Ben écoute, moi je suis très fier de toi. Je pense que c'est beau. Tu as encore toute ton entreprise. Tu as été capable de faire une sortie qui bénéficie l'acheteur, qui bénéficie tes employés parce que maintenant ils peuvent sentir qu'ils sont au centre d'un projet où leur travail est la priorité numéro 1 de l'organisation parce que je crois que l'acheteur est uniquement ciblé MSP, si je me trompe pas. Oui, exactement. Bon. Donc, c'est un win à gauche, c'est un win à droite. Bref, ça m'a l'air d'être gagnant pour tout le monde. Tu as été capable de sortir des liquidités. Quoi demander de mieux? Exactement. Et il y a peut-être un petit quelque chose qu'on avait sous-estimé, c'est en ayant deux équipes de service, dans l'équipe qu'on a gardée et qu'on a décidé de continuer au niveau du développement logiciel sur mesure, les gens dans cette équipe-là, vu qu'on n'avait pas 100% de notre attention au niveau de l'équipe de gestion sur cette équipe-là, avaient pris beaucoup de galons, puis beaucoup de décisions par eux-mêmes, puis beaucoup de marge de manœuvre. Et là, quand on a fait l'annonce, ça a créé un stress dans les gens qui étaient au niveau gestion de cette équipe-là pour dire « Oh, à ta minute, là, vous allez avoir tous les yeux sur nous, vous allez avoir tout le focus sur nous, vous allez demander tout le rendement de volume et de profitabilité sur nous. » Donc, il y a cet élément-là, je pense qu'on avait très sous-estimé l'impact que ça allait avoir sur les directeurs dans cette branche-là. Ça l'a mis dans les premières journées, premières semaines, un grand stress et ça a créé de l'anxiété pour ces gens-là qu'on avait très sous-évalué, qu'on a dû rattraper un petit peu la balle par après et réussir d'arrimer tout ça. Aujourd'hui, c'est bénéfique, c'est fait, c'est correct, tout le monde est arrimé. Mais on avait sous-estimé ce moment-là de dire « Wow, à ta minute, tout va être sur nous là aujourd'hui, tout repose sur nos épaules en tant qu'équipe. » Et il y a un aspect humain derrière tout ça que je pense qu'on aurait pu peut-être mieux voir à travers tout ça. Là. Intéressant. Bon, donc si les gens qui nous écoutent aujourd'hui pensent à peut-être se départir, on appelle ça un carve-out d'une organisation, donc segmenter une partie de notre entreprise et en vendre, dans ce cas-ci, les actions, comme Jonathan l'a expliqué au niveau fiscal, bâtir une nouvelle coquille. Combien de temps avant la transaction tu bâtis cette coquille-là pour la vendre? On avait une structure au niveau de l'ensemble du groupe avec une fiducie, entre autres, qui est nécessaire dans notre cas à nous pour faire ce mouvement-là. Notre fiducie, on l'a créée il y a de mémoire 7 ans, mais généralement, là, je suis pas un fiscaliste, là, mais généralement, il faut qu'il y ait à peu près 2 ans d'une structure déjà en place. Donc, on avait déjà des morceaux qui étaient en place. Il restait des morceaux du casse-tête à rajouter à travers le temps. Dans notre cas à nous, la création de la corporation a été faite là, dans le blitz là, des derniers mois. Donc, ça n'a pas été créé très, très, très à l'avant. Là. Intéressant. Mais bon, par la suite, tu t'assures qu'il y a un bon fit de culture, qu'il y a un bon chiffre pour tout le monde et
tu es capable de te concentrer après sur ton focus numéro 1. Jonathan, ça a été fascinant. Merci. As-tu des choses à rajouter avant que je te laisse filer? Peut-être surveiller vos coûts de transactions, de clôture de transactions. Nous, ça a été un petit peu une surprise parce qu'on était en mode fast track pour réussir à faire le due diligence et fermer la transaction. Donc, c'est un peu un bar open pour les fiscalistes, pour les comptables et pour les avocats. On a eu un excellent service de l'ensemble de ces partenaires-là. C'est juste quand la facture rentre, honnêtement, on fait « Oh mon Dieu, OK ». Ouais. On avait un chiffre en tête, on va faire x3 ou x4. Reste quand même que la transaction était logique au final. On a quand même bien bénéficié là, de ce montant-là final. Mais ça peut monter vite, ça peut tourner vite le compteur. Je les remercie s'ils nous écoutent parce qu'ils ont travaillé jour, soir et fin de semaine pour s'assurer de respecter la date. Donc, excellent service. Tout le monde a mis du cœur à l'ouvrage. Mais demandez toujours combien ça peut coûter, au moins pour être préparé psychologiquement sur de quoi va ressembler la facture au final, le comptable, fiscaliste et avocat, parce que ça monte très, 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 très vite. Ça monte plus vite que ça descend, effectivement. Bon, on garde ça en tête. Jonathan, merci beaucoup. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.